suis très heureux d'introduire ce colloque. Merci d'être si nombreuses et nombreux, ça fait plaisir. On voit que le sujet intéresse. Je veux d'abord remercier les invités qui ont bien voulu participer aux tables rondes. Je vais commencer par M. Jean Maillat, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par Lola Avril, professeure politiste au CNRS et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sociologue du lobbying, Laurent Mazille, président de l'association professionnelle des affaires publiques, Elsa Foucrault, autrice du guide du plaidoyer et enseignante, Arthur Delaporte, que je n'ai pas encore vu arriver, député du Calvados, co-auteur d'un rapport sur l'influence et les réseaux sociaux, Camille Dorioz, directeur de campagne de Foodwatch, Clara Durand, journaliste à Politico, et Bénédicte de Kersozon, déléguée générale de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs, et un remerciement particulier à ceux qui vont animer les deux tables rondes et qui ont largement participé à l'organisation et à l'idée de ce colloque, Jordan Alouche, fondateur d'Ecolobby, et Amélie Deloche, fondatrice de Paye ton influence. Ils se présenteront tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais vous dire quand même pourquoi je souhaitais qu'il y ait un colloque sur ce sujet-là. Je me suis beaucoup intéressé au début de mon mandat sur les questions de la démocratie, des institutions, parce que je crois que la démocratie aujourd'hui, elle est interrogée par l'ensemble de nos concitoyens, qu'il y a une défiance envers les institutions, et j'ai beaucoup interrogé les mécanismes institutionnels de la Ve République. Je m'aperçois aujourd'hui, et ça a été aussi le fruit de beaucoup de débats, que cette question démocratique, elle touche en fait la sincérité du débat public de manière assez générale, et qu'il faut y répondre, et que cette sincérité du débat public, elle s'étend aux questions de lobbying, d'influence et de débat public de manière générale. Je me suis intéressé aussi aux réseaux sociaux, aux algorithmes, et vous allez voir que ce sujet est très vaste. Je me suis intéressé aussi à la question des ingérences étrangères, parce qu'en fait, aujourd'hui, le débat public influence aussi la décision assez directement parfois. Ça peut être le moment des élections, mais pas que, au moment de vote qui passe ici. Il y a des actions de lobbying classiques envers les élus, envers les décideurs politiques, et il y a des actions de lobbying beaucoup plus, un peu moins palpables, qui sont sur les réseaux sociaux, qui viennent en fait perturber le débat public, et je crois que c'est aussi aujourd'hui un sujet. Et puis, quand j'étais vice-président de l'Assemblée nationale, j'avais en charge la délégation aux représentants d'intérêt, donc j'étais amené à auditionner un certain nombre d'acteurs de ce secteur et à voir qu'il y avait en fait des faiblesses dans la législation actuelle. Il y a la loi Sapin 2 qui est très intéressante, mais aujourd'hui elle est, à mon avis, pas caduque, mais trop faible par rapport à la situation actuelle. Et donc j'ai déposé un texte pour remédier aux principales faiblesses du texte que j'avais identifié à l'époque. Je ne vais pas vous faire l'ensemble du texte de loi que j'avais déposé, mais l'idée c'était qu'il n'y ait aucun rendez-vous qui échappe finalement à cet exercice de transparence, que l'ensemble des acteurs de l'influence aient une obligation de déclaration. Il y avait l'histoire de la régularité, il y a le critère d'initiative. Voilà. Principalement, on élargissait le périmètre des personnes qui devaient déclarer. Et puis, on donnait à la HATVP un pouvoir de sanction administrative qui, aujourd'hui, fait défaut. Et voilà, le fait de devoir transmettre à la justice n'est pas tout à fait efficace, pas tout à fait adapté. Et voilà, je pense qu'il y a d'autres... c'est quelque chose qui est attendu. Ce texte, aujourd'hui, il n'est pas encore à l'ordre du jour de l'Assemblée. J'arrive pas à convaincre les députés de droite et du bloc central de vraiment s'investir sur ce sujet. Alors que je pense que c'est des mesures, en tout cas celles qui sont dans le texte, qui sont relativement consensuelles. On en avait débattu à d'autres occasions, y compris avec les acteurs du lobbying. Et je crois qu'il n'y a pas de choses insurmontables dans cette question-là. Et je pense que tout le monde a intérêt à ce que la profession et la question de l'influence, elle soit comprise, transparente, et qu'il n'y ait pas des fantasmes derrière le lobbying. Aujourd'hui, il y a une partie de nos concitoyens qui considèrent que le lobbying va simplement pervertir la démocratie. Je crois que ce n'est pas ça. On a besoin d'influence, on a besoin de débat entre ceux qui décident et les acteurs économiques, associatifs, les citoyens, etc. Mais ce débat-là, il doit se faire dans la transparence pour éviter les suspicions qui affaiblissent, je crois,
la confiance dans nos institutions et la démocratie de manière générale. Donc on va avoir 2 tables rondes. La première sur le lobbying un peu classique, les limites de la loi Sapin 2, et la deuxième table ronde sur les stratégies nouvelles, plutôt le lobbying indirect, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les campagnes dans l'opinion, la question du récit, les communautés, les partenariats entre des créateurs et des marques, et cette question des influenceurs qui arrivent vraiment dans le débat et qui impactent de plus en plus, je crois, la décision de manière indirecte. Pour ne pas être plus long et laisser la parole à ceux qui vont animer ces 2 tables rondes, dire que le fil rouge vraiment de ce colloque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui m'anime, c'est de trouver des règles claires qui s'appliquent à tout le monde pour qu'à la fin, le débat public il soit sincère et que la décision publique elle ne soit pas entachée de conflits d'intérêts, que la décision publique, elle corresponde à l'intérêt général. Et je crois que c'est ça le cœur de la démocratie. Et si on veut garder ce modèle-là, il faut améliorer les règles actuelles qui, je crois, ne sont pas satisfaisantes dans un certain nombre de domaines. Et donc, je vous passe la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Chers amis, merci. Écoutez, je commence. Bonsoir à toutes et tous. Un grand merci, monsieur le député, d'abord pour vos propos introductifs, mais aussi pour l'organisation de cet événement. Merci aussi de nous ouvrir les portes de l'Assemblée nationale. Merci également à Marion Froger, votre collaboratrice, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cet événement. Merci aux panélistes qui vont nous rejoindre dans quelques instants sur la première et puis sur la deuxième table ronde qui sera animée par Amélie. Et puis merci à vous toutes et tous d'être nombreuses et nombreux ce soir, ce qui montre qu'il y a un intérêt pour le sujet pour lequel on se bat tous les trois depuis plusieurs années. Moi, je m'appelle Jordan Elouche, je suis lobbyiste indépendant, mais je suis aussi surtout fasciné, passionné par les questions d'encadrement de mon propre métier, de notre secteur d'activité, parce que je sais que certains d'entre vous y font partie également. Et j'ai la joie ce soir d'animer et donc d'introduire la première table ronde qui est consacrée à l'encadrement de la vieille influence, de l'influence traditionnelle, c'est-à-dire du lobbying direct, c'est-à-dire de la représentation d'intérêts. Alors quelques mots de contexte et de cadrage pour cette première table ronde qui va démarrer dans quelques instants. Pour vous dire que nous sommes en 2026, et il y a 10 ans, en 2016, était adoptée la loi Sapin 2, vous l'avez rappelé, qui est venue poser les jalons de l'encadrement de la représentation d'intérêts. Et cette table ronde que j'anime aura pour vocation de dresser une sorte de bilan 10 ans plus tard, de voir ce qui a fonctionné, de voir peut-être ce qui a moins fonctionné, avec d'abord un postulat de départ, c'est de dire et de rappeler qu'il n'est pas question, dans le cadre de cette table ronde, de remettre en question la représentation d'intérêts, mais il est plutôt question, et d'ailleurs ça me permet de le dire tout de suite, qu'il est normal dans une démocratie, vous l'avez rappelé, fonctionnelle, que les intérêts puissent être représentés, mais il est tout à fait aussi normal et légitime de se poser la question d'établir une sorte de bilan. Donc il faudra qu'on se pose les questions suivantes, pêle-mêle, qui animeront les débats. La première question, c'est la question peut-être de la transparence. Est-ce que les actions opérées par les représentants d'intérêts sont tout à fait transparentes ? La deuxième question, c'est peut-être la question de l'efficacité ou de l'efficience du dispositif actuel. Est-ce que ça a permis de changer de culture ? Troisième question qui est essentielle, qui sera importante, qui animeront nos échanges, c'est la question de la confiance. Est-ce que le cadre réglementaire actuel a permis d'améliorer la confiance des citoyens vis-à-vis de la décision publique ? La question de l'équité et de la représentativité, est-ce que tous les intérêts sont représentés de la même façon ? Et si ça n'est pas le cas, en gros, est-ce que c'est un secteur qui se joue à armes égales ? Et si ça n'est pas le cas, quelle est la conséquence sur la décision politique elle-même ? Et puis peut-être un dernier volet plus large pour élargir la focale sur les mutations en cours dans le champ politique qui impactent nécessairement le champ de la représentation d'intérêts comme champ connexe à le champ politique, avec des phénomènes comme la montée par exemple de l'extrême droite. On se posera toutes ces questions dans le cadre de la première table ronde, sans naïveté, sans caricature non plus. Et je laisse la parole à Amélie. Merci beaucoup Jordan, merci beaucoup monsieur le député, merci à vous d'être si nombreux ce soir. Comme il l'a été rappelé, de nouveaux enjeux apparaissent autour de l'encadrement de la représentation d'intérêts, non seulement dans sa forme historique, mais aussi dans ses formes contemporaines, qui échappent encore largement au cadre réglementaire existant. Cet événement nous invite donc à nous interroger. Comment l'encadrement du lobbying doit-il évoluer à l'aune des mutations profondes de notre société, notamment face à la place nouvelle qu'occupent les réseaux sociaux dans notre quotidien et surtout dans notre démocratie ?
Oui, le lobbying a changé, il investit désormais ses espaces numériques en s'appuyant de plus en plus sur les influenceurs marketing, c'est-à-dire des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui tirent principalement leurs revenus des collaborations commerciales. Ces nouveaux leaders d'opinion se sont imposés ces dernières années. Parmi les plus connus, on peut citer Squeezie, Lena Situation ou bien encore Inoxtag. Ils sont suivis par des audiences considérables sur Instagram, YouTube, TikTok ou encore Twitch. Mais leur rôle dépasse aujourd'hui largement celui de simples prescripteurs commerciaux. Ils sont devenus des acteurs culturels et sociétaux majeurs, capables de peser sur le débat public et aussi sur le débat politique. Le secteur de l'influence constitue aujourd'hui donc un terrain stratégique pour un nombre croissant de lobbies et de représentants d'intérêts de tout type. Certains ont multiplié ces dernières années les collaborations commerciales avec des créateurs de contenu. L'objectif étant souvent d'investir la bataille de l'opinion à travers des influenceurs populaires s'adressant aux jeunes générations dans des formats souvent attractifs et divertissants. Les pouvoirs publics ont commencé à encadrer le secteur de l'influence avec la loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale à l'initiative du député Arthur Delaporte que nous recevons ce soir. Cependant, les campagnes d'influence marketing, elles, échappent encore largement à toute régulation autour du lobbying. Le déplacement des stratégies de lobbying vers ces plateformes sociales et le rôle croissant des créateurs de contenu comme relais indirect d'intérêts économiques ou politiques obligent à interroger aujourd'hui nos outils juridiques actuels. Et la seconde table ronde que j'animerai permettra ainsi d'examiner concrètement cette mutation et d'explorer les conditions d'une évolution du cadre réglementaire. Je donne maintenant la parole à Jordan pour la première table ronde. Je reprends et j'invite les panélistes, si vous voulez bien, à me rejoindre sur scène. Bien, écoutez, merci à tous les quatre de participer à cette table ronde qui porte sur l'encadrement de la vieille influence du lobbying direct. Pour participer à cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Jean Maillat, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP. Vous êtes magistrat, vous êtes président de l'autorité chargée donc du contrôle des déclarations d'intérêt du registre des représentants d'intérêt. La HATVP est une autorité qui a été créée en 2013, qui a été améliorée, renforcée plutôt par la loi de 2016, la fameuse loi Sapin 2 qui a fait l'objet d'un mot en introduction et qui a créé le répertoire des représentants d'intérêt. Et vous publiez chaque année un rapport sur l'activité du lobbying déclaré. Lola Avril, vous êtes politiste, professeur junior au CNRS Paris 1, Panthéon-Sorbonne au CESSP. Vous êtes sociologue du lobbying et des mobilisations. Vous êtes membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Vos publications et vos travaux portent sur les rapports de force dans la fabrique des politiques publiques et vous avez à ce titre beaucoup écrit sur la question de l'Union européenne, sur la question du rôle des cabinets d'avocats et de conseils dans les politiques publiques, dans la fabrique des politiques publiques, mais aussi et surtout sur les enjeux de régulation du lobbying. À vos côtés, Laurent Mazy, vous êtes président de l'APAP, l'association professionnelle des affaires publiques. Vous êtes représentant des professionnels du lobbying en entreprise. Vous êtes un peu le lobbyiste des lobbyistes professionnels ce soir. Vous êtes vous-même directeur des affaires publiques de Transdev, qui est un groupe multinational français spécialisé dans les transports publics et la mobilité. Vous êtes secrétaire général du GITL, groupement professionnel des transports et logistiques, et vous portez ce soir la voix des professionnels de la profession. Et puis Elsa Foucro, enfin, bonsoir. Vous êtes consultante, formatrice sur la déontologie et la prévention de la corruption. Vous êtes autrice du Guide du plaidoyer aux éditions Duno que vous avez avec vous. Vous êtes ancienne chargée de plaidoyer pour l'ONG Transparency International France. Et à ce titre, vous avez été à la table des discussions au moment même de la mise en place de la loi Sapin 2.
Bien, écoutez, merci à tous les quatre. Première question peut-être pour vous, Monsieur le Président. Une question assez simple parce qu'assez large, qui s'impose naturellement. Peut-être pour commencer par un bilan. Quel bilan tirez-vous du point de vue de la HATVP de ces 10 ans de la loi Sapin 2 ? Et peut-être que j'y associe une autre question sur la culture. Est-ce que ça a permis de changer de culture dans l'activité que nous faisons les uns les autres en tant que représentants d'intérêt ? Merci beaucoup de m'inviter à m'exprimer devant vous ce soir et merci à Monsieur le député Jordanov de nous donner l'occasion d'échanger ce soir sur ces questions du plus grand intérêt. Pour répondre tout de suite à votre question, Monsieur le Président, pas abuser de votre temps, je voudrais essayer de répondre précisément à la question que vous venez de me poser, donc, qui est de savoir si on peut parler d'un changement culturel depuis l'intervention de la loi du 9 décembre 2016, la loi dite Sapin 2. Pour ce faire, je crois qu'il faut quand même que je commence par vous livrer quelques éléments factuels pour que l'on mesure ensemble le chemin qui a été parcouru. La question délicate est de savoir si l'évolution sur laquelle, je crois, on pourra s'accorder, c'est-à-dire le fait qu'il y a une évolution profonde, la question de savoir si cette évolution représente un changement culturel, c'est la question que vous me posez, étant peut-être la plus délicate, puisqu'elle appelle une appréciation sur laquelle, évidemment, on pourra débattre. Mais sur le plan proprement factuel, alors peut-être que le plus difficile, c'est pour essayer de mesurer le chemin parcouru du point A, c'est-à-dire fin 2016, au point B, qui est 2026, il faut essayer de se souvenir précisément de ce qu'était la situation en 2016 ou en 2015. Pour ce faire, il me semble que la meilleure source que l'on puisse trouver, c'est le rapport que le président Nadal avait rendu au président de la République en janvier 2015, qui s'appelait « Renouer la confiance publique », parce qu'en réalité, ce rapport est certainement une des premières sources d'inspiration de la réforme qui est intervenue à la fin de l'année 2016 dans notre pays. Et donc, rassurez-vous, je ne ferai pas de longues citations de ce rapport, mais quand même, je m'y suis penché avant de venir vers vous et je le lis donc un instant. Le président Nadal notait « L'activité de représentation d'intérêt s'est professionnalisée au cours des années qui ont précédé ce rapport ». Et personnellement, j'ajoute, une bonne partie de la profession était d'ailleurs désireuse, je parle sous votre contrôle, Monsieur le Président Basile, à la fois de reconnaissance et de légitimation, et à ce titre, pouvait tout à fait envisager la transparence. Et le président Nadal, et c'est là que l'on voit où était le point A en 2015-2016, écrit « Bien qu'elle soit aujourd'hui courante, les relations entre responsables publics et représentants d'intérêt restent marquées par le secret, susceptible d'alimenter l'inquiétude des citoyens quant à la probité de leurs dirigeants, l'idée d'une forme de collusion entre les groupes d'intérêt qui tenteraient par tous les moyens d'imposer leur intérêt particulier et les hommes politiques qui le feraient primer sur l'intérêt général est largement répandue et contribue à l'érosion de la confiance des citoyens dans leurs institutions, moyennant quoi le président Nadal proposait de rendre ces relations plus transparentes. Plus précisément, dans son diagnostic, il relevait qu'il y avait déjà des initiatives prises, ici même à l'Assemblée nationale, avec un code de conduite établi en 2013 pour réguler les échanges entre les représentants d'intérêt et les parlementaires. Il relevait que le cadre normatif de l'époque, qui se concentrait seulement sur l'arme pénale, était probablement inadapté à l'enjeu justement de la transparence. Et il relevait que le droit, pour le reste, le droit souple avait atteint des limites. Donc il proposait, je le cite là encore, d'étendre au gouvernement le dispositif existant au Sénat et à l'Assemblée nationale en l'adaptant et en l'améliorant. Une autre chose que je voudrais relever rapidement, pour en terminer avec le point A, c'est que le président Nadal écrivait dans le même rapport qu'un complément serait nécessaire à cette démarche de transparence des relations entre les représentants d'intérêt et les décideurs publics, pour le dire ainsi. Ce complément nécessaire, selon lui, c'était instituer une vraie capacité à établir l'empreinte normative, c'est-à-dire à restituer l'ensemble des contributions qui avaient pu nourrir l'élaboration des textes législatifs et réglementaires. Mais il en faisait, vous voyez, un élément complémentaire à la dimension de transparence elle-même. Je vais m'arrêter là sur le point, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, mais je veux partager quand même avec vous quelque chose qui n'est pas qu'une anecdote. Il se trouve il faut que je le dise quand même. J'étais à Bercy au moment où la loi Sapin 2 s'est faite et où son décret d'application d'ailleurs a été préparé. L'anecdote, elle semble avoir du sens. Monsieur le ministre Sapin a souhaité donc donner suite au rapport de Jean-Louis Nadal. Évidemment, il s'est demandé comment procéder concrètement, quelle administration gouvernementale allait pouvoir travailler à ces questions. Le constat a vite été fait. Il n'y en avait aucune qui était véritablement investie sur ces questions. C'est ainsi que la direction des affaires juridiques a travaillé sous son autorité à ces questions, ce dont j'étais
très heureux pour ma part. Le point B, maintenant, mais je vais très vite, mais c'est là que je disais tout à l'heure que l'évolution me semble avoir été très profonde. Hier soir, vous aviez dans le répertoire de la Haute Autorité sur notre site internet 3465 représentants d'intérêt inscrits, dont 3241 ayant déclaré des activités. Et depuis 2016, ce sont 109 115 activités qui ont été déclarées par les représentants d'intérêt et donc rendues accessibles dans le site internet. Donc là, il y a un élément factuel. Je veux dire, on est sorti du secret pour faire émerger beaucoup de choses. Et peut-être qu'un élément qualitatif à ajouter, c'est que la mise en œuvre du dispositif a été peut-être a présenté cette difficulté que c'est la qualité même des informations portées sur ce répertoire qui au départ a pu donner beaucoup de travail. Pour aller vite, le taux de conformité des déclarations, enfin vu de la Haute Autorité aux prescriptions légales, notamment sur la désignation de l'objet même des démarches de représentation d'intérêt, ce taux de conformité s'est beaucoup amélioré. Et j'en viens à la question que vous me posiez, M. le Président, c'est de savoir si ceci, qui est une évolution profonde, je crois pouvoir le dire, je pense l'avoir démontré, représente un changement culturel. Alors, je crois qu'on peut dire que le chemin parcouru est assez considérable. On est sorti d'une réalité qui était le secret, ou en tout cas l'absence de transparence. Et je viens de le dire, il y a même qualitativement de vrais progrès qui ont été accomplis. Je note aussi que à ma connaissance, aujourd'hui, personne n'envisage de supprimer un tel dispositif. J'ajoute aussi que pas mal de nos homologues y sont venus eux-mêmes en Europe, les institutions européennes avec un accord international de 2021, et puis nos amis allemands aussi en 2024 par une loi assez ambitieuse. Et je relève, d'ailleurs, monsieur le député Jordanov l'a évoqué lui-même, que le mécanisme même de la loi Sapin 2 a probablement inspiré en partie le législateur en 2024 lorsqu'il a souhaité établir un dispositif de transparence sur les activités d'influence étrangère. Plus loin, je relève et je m'en réjouis que la profession des représentants d'intérêt est très engagée dans la mise en œuvre du dispositif, que la société civile, ça me semble extrêmement important aussi, se soit emparée des données finalement accessible en open data sur le site internet de la Haute Autorité. Donc il y a tout un travail qui est fait notamment dans le milieu associatif sur ces données. Et j'en viens quand même, et c'est là que votre questionnement sur le changement culturel se pose, évidemment, à la question de savoir s'il y a des limites. Alors oui, peut-être, et sans doute. Bon, la Haute Autorité passe un temps important à œuvrer pour que ceux qui font de la représentation d'intérêt, comme M. Jourdain faisait de la prose, mais sans le savoir, puissent se conformer à leurs obligations légales. Il est même des personnes qui doivent faire de la représentation d'intérêt en ayant conscience de ça, mais sans déclarer. Donc nous, notre travail est encore assez dense pour nous assurer du respect des obligations légales. Et je poursuis en disant que il me semble assez manifeste qu'il y a, en termes d'appropriation du registre, un écart entre ce qui se fait au Parlement et ce qui se fait, à ma connaissance, du côté du gouvernement, où je ne pense pas que les administrations centrales soient beaucoup plus emparées du registre. Et je termine vraiment en soulignant que, s'agissant de l'empreinte normative, mais on le sait ici, nous ne sommes pas entrés dans cette situation évoquée à l'origine par le président Nadal, qui aurait été d'embrasser toutes les sources, en quelque sorte, de l'élaboration du texte normatif. Voilà une tentative de réponse à votre première question. Merci beaucoup. Je crois que ça fonctionne. Merci beaucoup. Je vais revenir sur votre point A, sur la question de la transparence. Si vous voulez bien. Les affaires récentes, notamment les actions conduites par le géant chinois Shein en représentation d'intérêt, en lobbying, ou Nestlé Waters, qui sont des affaires qui sont instruites par vos services, donc il ne s'agira pas ici de les commenter, mais ont révélé une faille dans le système, ou une forme de faille de système. D'après vous, qu'est-ce que ces situations révèlent-elles? Est-ce que c'est un défaut d'application, un manque de pouvoir de sanction? Comment est-ce que le système actuel garantit que la transparence est totale? Merci de me permettre de réfléchir sur ces questions en me détachant effectivement des deux cas particuliers dont je vous confirme qu'ils font l'objet d'instructions sous l'autorité du collège de la Haute Autorité. Mais eh bien, ce que ces situations peuvent nous dire, c'est qu'il reste des marges de progrès et la question est de savoir si les limites que l'on rencontre résultent seulement de défauts d'appropriation par certains, ou si plus profondément ce
que l'autorité a tendance à penser, ces imperfections, elles résultent aussi d'une forme de sophistication excessive du cadre réglementaire. Je ne dis pas que dans les deux cas que vous venez d'évoquer, c'est ce qui soit en cause, mais voilà, la Haute Autorité, depuis plusieurs années, le dit, et vous l'évoquez, monsieur le député, vous avez d'ailleurs pris l'initiative d'en traiter, mais à l'expérience des 10 dernières années, oui, la Haute Autorité pense qu'un progrès collectif pourrait être fait par certaines rationalisations, simplifications du cadre normatif. Peut-être me concentrer sur une chose, et là qui est peut-être un lien avec les deux cas que vous évoquiez, mais s'agissant du défaut de déclaration, voilà, notre expérience, c'est que le chemin que nous trace aujourd'hui la loi, qui est de faire des relances, des injonctions et éventuellement les transmissions au juge judiciaire, et ce n'est pas faire injure à l'autorité judiciaire de le dire, ce chemin n'est pas le plus adapté au regard de l'enjeu qui est d'obtenir en réalité une déclaration propre. Et c'est en cela qu'un pouvoir de sanction administrative serait, de notre point de vue, très justifié. Non pas que la haute autorité se conçoive comme une autorité répressive, mais là, il y a même un enjeu d'égalité de traitement, en fait, entre toutes celles et ceux qui ils sont nombreux, je l'ai dit, à s'être engagés dans la démarche de transparence et ceux qui restent en retrait. Il faut pouvoir véritablement les forcer à déclarer. Je relève à cet égard que le législateur a fait ce chemin, a été dans la loi sur la transparence sur les actions d'influence étrangère. Un pouvoir d'astreinte nous a été reconnu par la loi de 2024 et il me semble qu'il y a peut-être un enjeu de cohérence à ce qu'un tel pouvoir puisse aussi nous être reconnu dans le champ de la loi Sapin 2. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question assez large, puisque c'est l'objet de cette table ronde. Si vous aviez une carte blanche qui vous permettrait d'améliorer une partie du dispositif, par où est-ce que vous commenceriez, Monsieur le Président ? M'exprimant ici à l'Assemblée nationale et n'étant certainement pas législateur, je serais très prudent. Mais en termes, ce que quand même je peux dire institutionnellement, c'est que oui, vu de la haute autorité, il serait très heureux, en tout cas que voilà, le Parlement, sans doute, avec ces 10 ans de recul qui nous permettent d'avoir maintenant un bilan assez solidement étayé de la loi Sapin 2 et de ses éventuelles limites, voilà, que le Parlement puisse un jour prochain se saisir de ces questions serait, de notre point de vue, assez heureux. Je n'ai pas la prétention de dire dans quel sens il devrait se déterminer, mais l'autorité a donc fait des propositions et je dois quand même dire ici, puisque je l'ai dit aussi la semaine passée devant les commissions des lois, que pour ma part, j'ai engagé donc un travail dans le cadre d'une concertation ouverte pour faire un bilan, alors pas à proprement parler de la loi 122, mais du cadre d'action de la haute autorité, parce que la question que nous évoquons, elle s'inscrit aussi dans un champ un peu plus large qui est celui des différentes missions de la haute autorité. Et donc, je serai amené au printemps à rendre un rapport au Premier ministre qui traitera notamment des questions que nous évoquons ce soir. Et c'est en cela qu'il m'est particulièrement précieux de pouvoir échanger ce soir avec vous toutes et tous. Et on suivra ça avec la plus grande des attentions. On vient de faire le bilan d'un point de vue administratif, et merci encore, monsieur le Président. J'aimerais bien qu'on puisse faire un bilan du point de vue des sciences sociales avec vous, Lola Avril. Peut-être une question là aussi un peu large, mais à quoi ressemble aujourd'hui le champ des affaires publiques, de la représentation d'intérêts en France, peut-être même en comparaison avec ce qu'il existe au niveau européen. Que nous dit en fait la recherche scientifique sur ce champ et qui domine réellement ce champ ? Merci pour cette invitation également. Alors sur la recherche, si on regarde la recherche française, il faut déjà dire une chose, c'est qu'on manque de recherche française. Les chercheurs en sciences politiques et en sociologie politique qui s'intéressent au lobbying sont très peu nombreux. On peut citer Guillaume Courty, Hélène Michel, Cécile Robert, mais voilà, ça reste encore une branche assez mineure de la science politique, de manière assez singulière d'ailleurs. Et si on a des chercheurs français qui travaillent sur le lobbying, en fait, beaucoup travaillent en réalité sur le lobbying au niveau européen et moins français. Donc il y a encore beaucoup à faire. Ensuite, qu'est-ce que la recherche regarde quand elle regarde le lobbying ? D'abord, elle va moins s'intéresser à débusquer des scandales, à ouvrir une face cachée du lobbying, voilà, à dénoncer, on va éviter les positions normatives, etc. Et en réalité, la recherche sur le lobbying va souvent regarder le quotidien, l'ordinaire de la politique, des pratiques qui peuvent être jugées illégitimes mais qui ne sont pas illégales, des sortes de zones grises, etc., etc. Donc on n'est vraiment pas du tout dans
quelque chose de sensationnel en termes de recherche. On va s'intéresser donc à la place de l'expertise dans la politique publique, à ce qui définit un bon expert ou un mauvais expert, au phénomène également de capture de la décision par des intérêts privés, et tout un autre pan de recherche aussi qui va s'intéresser sous l'angle de la sociologie des professions, tout simplement à qui sont les lobbyistes, quelles sont leurs trajectoires, quelles sont leurs propriétés sociales. Enfin, dernier élément sur cette recherche aussi, c'est qu'elle s'intéresse aux transformations de l'État, c'est-à-dire qu'en regardant comment l'État se transforme ces dernières années, comment ce qu'on appelle l'État régulateur s'est déployé, a réinventé les modes d'interaction entre secteur public et secteur privé, a aussi déployé de nouvelles institutions, comme avec la prolifération d'agences ou d'autorités administratives indépendantes. Et bien tout cela sont autant de nouvelles arènes aussi pour les groupes d'intérêt et aussi de nouvelles modalités, encore une fois, d'interaction entre groupes d'intérêt et décideurs. Alors justement, pour ce qui est un peu d'un bilan de ce que dit cette recherche, elle montre d'abord qu'il y a une très forte professionnalisation ces 10-15 dernières années du secteur du lobbying, une professionnalisation qui se manifeste par le développement de cursus spécialisés, de diplômes, etc., qui aussi se manifeste par le déploiement et la prolifération de cabinets de conseil, et des cabinets de lobbying qui vont avoir des spécialistes dédiés. Cette professionnalisation, elle touche aussi le monde des ONG qui va avoir déployé tout un ensemble de techniques professionnelles de plaidoyer, et ça on le verra sûrement après. Donc voilà, premier constat de professionnalisation. Deuxième constat qui est celui de la diversification des acteurs. Et ici, il faut insister qu'on a aujourd'hui, à mesure aussi que les arènes institutionnelles se sont multipliées, eh bien, des arènes des groupes d'intérêt n'ont plus le même visage, n'ont plus la même appellation. On a aujourd'hui des think tanks, des clubs, des observatoires, je mets tout ça entre guillemets, des centres de recherche parfois aussi, qui vont agir en groupe d'intérêt, qui vont agir pour à la fois peser sur le débat public, mais aussi sur la décision publique. Et à cette diversification des acteurs correspond une diversification des pratiques, et ça on le verra dans la seconde de table ronde sans aucun doute. Juste un mot sur cette diversification des pratiques, c'est qu'elle change aussi notre rapport à la science, et elle touche aussi la manière, c'est-à-dire que la manière dont l'expertise est reçue aujourd'hui dans le champ politico-administratif fait que la science, produire de la science devient l'un des éléments pour pratiquer l'influence. Et ici, on est moins dans une contestation parfois de la production scientifique que même une tentative aussi de définir les méthodes et les institutions qui feraient de la bonne science. Et donc, il faut vraiment mettre en parallèle ces évolutions dans le champ de l'influence et les évolutions aussi du champ scientifique qui interagissent. Dernière chose, peut-être, qui n'est pas la moindre, c'est la prédominance, sans aucun doute, des intérêts économiques dans ce champ de la représentation d'intérêts, que ce soit en termes unitaires du nombre d'organisations qui représentent des intérêts économique au registre de transparence, et je mets ça au pluriel puisque ça concerne aussi le niveau européen, mais aussi à leur activité, en termes de moyens, en termes de pratiques, etc. Il n'y a aucun doute qu'il y a une prédominance, un déséquilibre au profit des intérêts industriels et commerciaux, des organisations privées marchandes dans le champ de la représentation d'intérêts. Alors merci, peut-être sur ce point, parce que vous introduisez la question de la distorsion de concurrence entre les différents intérêts représentés, entre des intérêts qui seraient lucratifs et des intérêts non lucratifs, et je vous renvoie là-dessus à la note, je crois que Kevin Garnier dans la salle, qui est là, de Transparency International, qui a été publiée à la rentrée dernière sur les différents moyens alloués à la représentation d'intérêts, selon qu'on ait un intérêt lucratif ou non. Peut-être sur cette question-là, au-delà des moyens financiers, quels sont les mécanismes sociaux qui produisent cette asymétrie? Est-ce que c'est la question peut-être des réseaux, la circulation des élites, le phénomène de pantouflage? Je sais que vous n'aimez pas trop ce terme-là et vous allez pouvoir le préciser, ou de capital symbolique. Tout ça, ce sont des concepts de sciences politiques que vous pouvez mobiliser. Oui, bien sûr, et bon, je fais de la sociologie politique, donc cette question me touche particulièrement, mais cette asymétrie, évidemment, elle est aussi due à des mécanismes sociologiques bien plus profonds, et en fait à une homologie structurale sociale, c'est-à-dire que les représentants de certains groupes d'intérêt et les membres du champ politico-administratif, on va dire les décideurs, partagent des propriétés sociales communes, on fait parfois les mêmes écoles, les mêmes formations, les mêmes
origines, ils partagent un capital culturel, un capital social qui est similaire, qui est fondé sur des trajectoires scolaires souvent sélectives, socialement valorisées. Donc on a effectivement un premier point qui est cette homologie structurale, homologie sociale entre une certaine partie du champ de la représentation d'intérêt et le champ politico-administratif. Cette homologie structurale et sociale, elle fait aussi que ce sont des visions du monde en fait qui sont partagées, des représentations partagées, des visions du monde partagées, un langage partagé qui fait qu'il est plus aisé de défendre un intérêt quand on partage les mêmes représentations et le même langage avec la personne qu'on essaye de convaincre, et que voilà, on a souvent les mêmes références, les mêmes codes, qui contribuent donc à renforcer cette homologie, l'influence de certains groupes au détriment peut-être d'autres qui seraient moins dotés dans ce capital culturel et social. Deuxième élément, effectivement, vous l'avez dit, c'est la circulation des élites. Alors j'aime moins le terme de pantouflage parce que j'ai beaucoup travaillé aussi sur le niveau européen et qu'en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui dans les circulations publiques-privées, c'est qu'on ne va pas d'un point A qui serait public au point B privé pour y rester toute sa vie, mais qu'en réalité, on a des allers-retours constants qui sont également largement dus à la contractualisation de la fonction publique aujourd'hui. Si on sort d'un diplôme et qu'on a un contrat de 5 ans, 3 ans dans l'administration, eh bien, il va falloir qu'on trouve un travail après et on peut aller dans le privé, retourner dans le public, etc., ce qui font partie des trajectoires aujourd'hui assez ordinaires, on va dire, des diplômés des masters en affaires publiques ou en institutions publiques. Alors, ça pose évidemment aussi quelque part le problème de la régulation de ces revolving doors et de la prévention des conflits d'intérêts, puisqu'on est là au cœur de l'idée d'une capture, parfois du risque en tout cas, de capture de la décision publique par les intérêts privés. Alors, on reviendra peut-être sur la régulation ensuite, mais voilà, qui pose cette question-là de conflit d'intérêts. Et il faut aussi penser à ces effets retour aussi, le rétro-revolving doors, c'est-à-dire le fait de retourner dans le public après avoir été dans le privé, peut aussi poser des questions en termes de conflit d'intérêts. Oui, Pardon, Lola, justement, vous commenciez à évoquer les solutions. Est-ce que le sujet de la transparence, par exemple, permet-elle de corriger ces déséquilibres ou faut-il, d'après vous, aller vers des mécanismes plus structurels, vers une évolution de la réglementation, tout simplement ? Alors sur la transparence, on a écrit un rapport avec mes collègues Antoine Vaucher et Juliette Lelueur. Alors c'était sur le niveau européen, mais on pense que ça s'applique tout à fait aussi au niveau français. Alors on est en plus des sociologues critiques, donc on aime bien critiquer les outils. On ne dit pas que la transparence est mal. Il ne s'agit pas du tout de dire ça. Il s'agit simplement de dire qu'elle est insuffisante pour promouvoir l'éthique, des comportements éthiques et responsables dans le champ de l'influence en France ou en Europe. D'abord parce que en fait la transparence ne peut être efficace que s'il y a les moyens de contrôler les déclarations qui sont faites. Alors les premières études au niveau européen, en tout cas, montraient que beaucoup de déclarations au registre de transparence européen, en fait, étaient erronées. Les montants n'étaient pas les bons, les dossiers n'étaient pas les bons, parfois même le label d'inscription n'était pas le bon. On va tendance à avoir s'enregistrer comme une organisation qui représente des intérêts non commerciaux, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a besoin d'une infrastructure de services pour contrôler ces déclarations, pour les vérifier, et bien sûr assortir tout cela de sanctions, en fait. Puisque qu'est-ce qui se passe voilà, il faut avoir une menace, en quelque sorte, de faire une bonne déclaration et de ne pas omettre, etc. Ça, c'est la première chose, vraiment, c'est donner les moyens à la transparence de pouvoir être appliquée et de pouvoir être respectée. La deuxième chose aussi, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège que la transparence soit uniquement l'objectif. La transparence est un moyen pour obtenir des comportements, pour favoriser l'éthique dans la politique. Ce n'est pas l'objectif en soi. Et on a tendance aussi parfois, en estimant que puisqu'on a un registre de transparence, puisque c'est déclaré, c'est éthique. Pas forcément. Donc voilà, il y a tout un questionnement aussi à avoir sur pourquoi on veut mettre en place de la transparence dans un secteur, et qu'est-ce qu'on attend de ça, et qu'est-ce qu'on veut susciter comme changement de comportement ou promouvoir comme bon comportement. Enfin, il faut aussi voir les effets de cette transparence, et ça c'est très bien montré par Cécile Robert, c'est que la transparence, elle rend en quelque manière légitime. C'est-à-dire que ça, c'est tout un travail qui a été fait sur les politiques de régulation du lobbying, parce que les politiques de régulation du lobbying se sont développées en même temps que le lobbying, puisqu'elles contribuent aussi à légitimer ces pratiques. Il ne s'agit pas de dire qu'elles sont illégitimes, mais c'est de montrer aussi que ça a des effets de rendre légitime, de légitimer ces pratiques. Ça a un autre effet qui peut être un petit
petit peu ici plus négatif, qui est d'informaliser. C'est quand on met de la transparence quelque part, en général, on a aussi un décalage des comportements vers ce qui n'est pas, vers les espaces où la transparence n'est pas requise. Donc ça peut, voilà, il y a une informalisation qui peut être tout à fait importante là-dessus. Je peux ajouter quelque chose juste sur enfin, je disais peut-être aussi sur les alternatives à cette transparence, ou en tout cas comment on peut compléter cette transparence. Je le disais, il faut des moyens, etc. Encore une fois, l'enjeu de la production scientifique et de son usage par les groupes d'intérêt aujourd'hui est absolument essentiel, et il faut promouvoir une recherche qui soit dégagée des intérêts privés. Et puis on pourra aussi revenir, si vous le souhaitez, sur cette histoire de contrôle des revolving doors, qui, là encore, pose plein de questions en termes de conflits d'intérêts. Voilà. Merci beaucoup, Lola. Est-ce que vous pourriez... Pardon. Merci beaucoup, Lola. Vous parlez du changement de comportement des représentants d'intérêt induit par la loi Sapin 2. Et on a la chance d'avoir M. Mazy avec nous. Et je suis obligé de vous faire réagir sur cette phrase. Est-ce que pour vous, la mise en place de la loi Sapin 2 il y a 10 ans a produit un changement de comportement de la part des représentants d'intérêt? Alors bonsoir à tous et merci Monsieur le député pour cette initiative et votre invitation. Alors en tant que représentant des lobbyistes, des représentants d'intérêts in-house, ceux qui travaillent au sein d'entreprises ou de fédérations professionnelles, on ne représente pas les cabinets qui sont des spécialistes et qui ne font que cela en termes d'activité d'influence. Comme vous pouvez l'imaginer, un cadre dans une entreprise, même quand il est responsable des affaires publiques, il ne fait pas que, il fait principalement évidemment du lobbying et de l'influence, mais il ne fait pas que de la représentation d'intérêt. Alors la question, c'est est-ce que finalement la mise en place il y a une dizaine d'années d'un cadre de régulation pour notre activité, alors quand je dis notre activité, ça concerne pas seulement les représentants des entreprises, mais tous ceux qui concourent à l'influence et à l'influence de l'opinion publique, de la décision publique. Donc pas seulement les entreprises, mais aussi les ONG et une forme de lobby citoyen. C'est pas moi. Bon. Donc est-ce que finalement la mise en place d'un cadre de régulation il y a 10 ans, appelé Sapin 2, d'ailleurs on représente peu la partie représentant d'intérêt dans la loi qui vise principalement d'abord à lutter contre la corruption. Et nous, finalement, professionnels des affaires publiques, on aurait préféré être dans une loi qui était consacrée à la transparence de la vie publique. Comme le disent certains universitaires, c'est un peu l'aporie de cette décision de nous intégrer notre régulation dans un texte qui vise la corruption. On n'est pas du tout dans cette activité. Pour ce qui est de la PAP, puisque l'ensemble des membres sont obligés d'être inscrits auprès du registre de la haute autorité pour pouvoir adhérer. On n'a pas attendu la loi Sapin 2 pour adopter une charte de déontologie qui date des années 1990. Et donc on a finalement contribué depuis les années 90 dans nos échanges avec les parlementaires principalement à imaginer un cadre de régulation qui donne, comme vous l'avez cité finalement, cette légitimité que l'on recherchait, puisque notre contribution au débat politique, au débat démocratique, à la vie parlementaire ici, est de notre point de vue essentielle. Et cette professionnalisation que tout le monde remarque, qui a été accélérée évidemment avec l'instauration d'un cadre de régulation de cette profession, elle date évidemment des années 90, des années 2000 ensuite, lorsqu'il y a des alternances, lorsqu'il y a finalement des changements importants sur le plan législatif, sur le plan fiscal, qui nécessitent bien évidemment, avec l'Union européenne aussi, et puis la complexité de plus en plus forte des enjeux que les parlementaires doivent traiter, parfois très rapidement dans le cadre d'un examinement en mode accéléré d'un projet de loi. Donc la contribution finalement des entreprises, des fédérations professionnelles, de notre point de vue, elle est essentielle pour appréhender l'ensemble des impacts, et c'est parfois un peu le
le point faible finalement de certains projets de loi. Et alors depuis la dissolution, là, il y a beaucoup de propositions de loi où il n'y a pas du tout d'études d'impact. Et c'est la raison pour laquelle aussi finalement les professionnels des affaires publiques sont très actifs lorsque l'activité parlementaire repose principalement sur des PPL. Alors la révolution culturelle, je ne sais pas si on peut prendre ce terme, hein, qui est un peu fort. En revanche, la profession telle que je peux l'observer depuis une dizaine d'années, elle est, je dirais, de plus en plus fière de son activité grâce à ce cadre de régulation, puisque désormais, quand vous êtes responsable d'une direction des affaires publiques, vous avez, je dis souvent, 2 légitimités à acquérir. La première, elle est interne, et ce n'est pas forcément la plus facile, hein, puisque vous êtes souvent vu comme un ovni dans beaucoup de grandes entreprises. Et donc, c'est cette légitimité qui vous permet ensuite, finalement, en vous appuyant sur ce cadre de régulation aussi, de mettre à la fois de l'efficience, mais aussi de la cohérence dans une action globale et une stratégie d'influence d'une entreprise, par exemple. Puisque précédemment, comme vous pouviez le citer, dans certains groupes, tout le monde a été... voilà, certains sont diplômés de la même école, certains sont passés par des cabinets ministériels, et on n'a pas toujours la vision globale de l'ensemble des interactions. Donc on s'appuie aussi finalement sur ce cadre de régulation pour en interne avoir une maîtrise plus importante de l'ensemble des interactions entre le groupe qu'on représente et l'ensemble des autorités publiques qui sont désignées dans la loi. Et la deuxième légitimité, bien évidemment, c'est vis-à-vis des parlementaires, vis-à-vis des administrations centrales, vis-à-vis des exécutifs locaux maintenant, puisqu'on a étendu ce champ de régulation aux collectivités locales. La légitimité, elle se bâtit bien évidemment sur la sincérité, vous l'avez cité, la sincérité des éléments qu'on peut produire pour échanger avec les parlementaires et les membres des cabinets ministériels lorsqu'un projet de loi ou une réforme est sur la table. Et c'est ce qui rend aujourd'hui cette profession très attractive auprès des jeunes, hein, vous l'avez aussi indiqué, la professionnalisation a engendré la création de beaucoup de masters. Donc je pense que c'est aussi le fait que ce cadre de régulation existe, que cette profession est reconnue. Alors il y a toujours, bien évidemment, hein, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Donc vous aurez toujours des moutons noirs dans une profession. Mais l'avantage, c'est que vous avez de plus en plus, et ça fait l'objet ça fera l'objet des débats de la deuxième table ronde. Alors, on a quand même de plus en plus cette vigilance de la part des réseaux sociaux, du lobby citoyen, bien évidemment, qui permet de surveiller aussi certaines activités. Et notamment, de mon point de vue, aujourd'hui, et je me réjouis que la haute autorité s'en saisisse désormais, à la suite d'un vote, ce sont les influences étrangères. D'ailleurs, je pense qu'on a commis une erreur. On aurait peut-être dû s'intéresser aux influences étrangères avant de vouloir encadrer la représentation d'intérêts d'entreprises françaises qui concourent dans les territoires à la richesse nationale, qui concourent par les prélèvements, évidemment au financement de nombreuses politiques publiques et à la souveraineté, qu'elle soit énergétique ou autre. Donc ce sujet de l'influence étrangère, de mon point de vue, doit être aujourd'hui la priorité, mais elle ne concerne pas les membres de notre association. Voilà. Merci beaucoup, Président. Est-ce que d'un point de vue de la profession, les règles actuelles sont claires, bien appréhendées, et ne faudrait-il pas améliorer le dispositif pour aller vers plus de transparence, notamment sur la question des occurrences de déclaration? Pour rappel, hein, en tant que représentant d'intérêt, on est tenu de déclarer une fois par an, au 31 mars, pour celles et ceux qui sont les plus en retard. Et donc, ce qui fait qu'on est très souvent en avance masqué sur les déclarations. Par exemple, aujourd'hui, il est impossible de savoir quels sont les représentants d'intérêt qui se sont mobilisés, par exemple, autour de la proposition de loi Duplon, ce qui pose un problème, me semble-t-il. Donc, est-ce que les règles sont suffisamment claires et peut-on aller plus loin sur ces enjeux-là, notamment sur les questions de transparence ?
Alors, comme tout dispositif, bien évidemment, il est perfectible. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle a été votée, et puis grâce au travail que les services de la Haute Autorité ont pu faire depuis, notamment avec des lignes directrices qui permettent de répondre à de nombreuses questions des représentants d'intérêt. Certes, on y voit un peu plus clair, mais il y a quelques points qu'il faudrait évidemment améliorer. Principalement, évidemment, c'est la liste qui est quasiment indéfinie de la liste des décisions publiques qui sont concernées donc, par notre activité et donc le reporting. La mise à jour aussi, qui ne l'est pas de l'ensemble des décideurs que l'on doit cibler et qui sont concernés par notre reporting. Et puis, puisque vous citiez, Monsieur le Président, le décret, il faudrait qu'un jour, ce décret, on le modifie pour qu'on supprime « etc », puisque je ne sais pas ce que signifie « etc » lorsqu'on doit définir clairement, finalement, quel est l'objet de notre pratique et qui on doit renseigner correctement dans le rapport annuel qui est en train d'activer et d'occuper tous nos collaborateurs dans toutes les entreprises et les fédérations en ce moment, puisqu'on doit rendre le rapport fin mars. Alors nous, en France, on est toujours un peu inquiet quand on nous parle de simplification, parce qu'on sait comment ça se termine, la simplification en France. Et on a évidemment autre chose à faire, parce qu'un reporting, c'est aussi du temps. Et lorsque les règles ne sont pas claires, on aboutit à l'envoi de documents qui ne peuvent pas être traités correctement par la Haute Autorité. Donc je pense que, comme on l'a précisé il y a quelque temps auprès du président de la Haute Autorité, il est temps, voilà, la loi a 10 ans, on a 8 années d'exercice plein concernant les reportings, des représentants d'intérêt, il est temps de se mettre autour de la table et d'objectiver en fait le bilan. Le président a rappelé les propos sages de monsieur Nadal. À l'origine, la loi vise à éclairer en fait le citoyen et l'ensemble de ceux qui concourent à l'exercice démocratique dans notre pays, ceux qui ont mené à un moment donné une influence en termes d'empreinte normative. Je rappelle qu'en seconde lecture, on a étendu ce dispositif à nos relations avec les collectivités locales, qui n'ont rien à voir avec le sujet de la loi ou de la réglementation nationale. J'interroge toujours la pertinence finalement de cette extension et j'avoue qu'on a mené des actions de lobbying pour annuler cette extension auprès des collectivités locales. Par exemple, dans mon domaine, quel est l'intérêt finalement d'envoyer à la Haute Autorité, une fois par an, l'ensemble des rendez-vous que j'ai pu avoir ou que mes directeurs régionaux ont eu avec un vice-président transport, un DGA, responsable des transports, un maire, pour lui parler peut-être d'une future ligne de tramway. Est-ce cela le travail de la Haute Autorité ? Je pense qu'en fait, à force de lui avoir confié tout et n'importe quoi, aujourd'hui, sans parfois lui donner les moyens, évidemment, là on voit que sur le sujet de l'influence étrangère, on va être à l'os. Donc si on veut donner correctement à la Haute Autorité les moyens de faire, de remplir les missions en termes de transparence et aussi vis-à-vis finalement des citoyens qui sont en attente de plus de transparence et de confiance. Le terme confiance a été cité. Il suffit de regarder la dernière étude du CEVIPOF. Les Français ont plus confiance aujourd'hui dans les entreprises que dans le monde politique. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions aussi. Voilà, c'était ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question sur la question de l'équité entre les différents intérêts représentés. Diriez-vous que les intérêts non lucratifs sont représentés de la même manière ou avec la même efficacité que les intérêts lucratifs ? Et comment faire, de votre point de vue, qui représentez les entreprises, pour rééquilibrer les choses de ce point de vue-là ? De mon point de vue, la question de l'équité, elle se pose toujours, bien évidemment, y compris entre entreprises.
Dans certains secteurs, dans certains marchés, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau lorsqu'elles doivent faire entendre leur voix, leur point de vue auprès des décideurs. La vraie question que vous posez, j'imagine, c'est celle avec les associations et les ONG versus les entreprises. Je pense qu'avec l'irruption finalement des réseaux sociaux, et y compris aussi de mouvements citoyens, alors on a tous en tête évidemment les Gilets jaunes, mais il y en a eu d'autres, on voit que l'influence n'est pas forcément une question de budget et de moyens. Alors on peut toujours regarder sur les rapports qui sont envoyés à la haute autorité l'évolution d'un budget d'influence ou de représentation d'intérêt d'une année à l'autre ou sur une mandature. Ça peut être intéressant, ça peut être effectivement un indice, mais qui peut être aussi lié finalement à une actualité parlementaire. Si vous êtes concerné sur 2 années par un projet de loi avec une réforme importante de votre marché, que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans le domaine agricole ou autre, il sera bien évidemment logique, même l'autorité s'interrogera si le budget n'augmente pas à bon droit. Mais de mon point de vue, aujourd'hui, l'équité, c'est plutôt finalement du côté des pouvoirs publics, de l'administration centrale, de le garantir. Et c'est pas, voilà, moi je ne peux pas me prononcer en tant que représentant des entreprises sur comment garantir cette équité dans un régime démocratique. Ce sont ceux qui sont finalement en responsabilité pour faire en sorte que chaque citoyen est traité de manière équitable, et notamment dans ce rapport au pouvoir public. Après qu'il y ait des dispositifs qui soient imaginés, pourquoi pas. Voilà, mais je ne pense pas qu'en 2026, l'influence sur l'opinion publique et ensuite sur la décision publique soit uniquement une question de moyens. Et pour reprendre vos exemples récents sur certaines lois, puisque finalement, au bout d'1 an, on pourrait considérer qu'effectivement, c'est un peu tardif pour voir qui a influencé. Bon, après, si vous avez une loi sur... vous avez cité la loi du plomb. Si vous avez une loi sur le nucléaire, une loi sur la concurrence ferroviaire, il est assez facile d'imaginer qui pousse tel amendement en faveur du nucléaire et d'autres en faveur de l'éolien dans mon secteur, qui va être plutôt pour la concurrence ferroviaire, qui va être contre. Vous voyez ? Bon, donc, il ne faut pas non plus trop mettre, je dirais... de mythes sur, avec beaucoup de normes et en rentrant dans des détails pas possibles, on va d'un seul coup instaurer un climat de confiance en France. Voilà, je pense qu'on commettrait beaucoup d'erreurs dans ce domaine-là. La confiance, de mon point de vue, aujourd'hui, elle est aussi partie parce qu'il y a une partie de la parole publique qui a été démonétisée, et ça, c'est pas la faute des représentants de l'intérêt des entreprises. Merci beaucoup. J'avais quand même été surpris à titre personnel de voir que des acteurs comme Auchan s'étaient mobilisés contre la loi Fast Fashion, et j'aurais préféré le savoir au moment de l'examen de la loi Fast Fashion, à titre perso. Mais pour le reste, moi je suis content de faire réagir peut-être Elsa Foucault sur cette question d'équité, parce que je pressens que vous n'allez pas être tout à fait d'accord l'un et l'autre. Est-ce que tous les intérêts jouent à armes égales en fait dans ce jeu-là ? Bonjour. Et donc, alors moi, j'observe ces questions depuis plusieurs années avec une double casquette, à la fois en tant que personne qui fait du plaidoyer. J'ai aussi écrit un livre, j'enseigne aussi le plaidoyer à des étudiants qui s'intéressent à ces questions, mais aussi en tant que, avec une casquette d'experte sur les questions de déontologie, voilà, je fais aussi du lobbying sur la régulation du lobbying depuis quelques années. Alors, cette question de l'équité, de toute façon, entre les acteurs, ça a toujours été une question complexe. Si on prend si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, il y a quand même, et ça je pense qu'il faut le noter, une restriction de l'espace civique et des libertés associatives
dont on n'observe pas, à mon sens, un phénomène parallèle du côté du secteur lucratif. Je pense qu'aujourd'hui, faire des affaires publiques dans le secteur économique n'entraîne pas de risque de répression. Alors répression est peut-être un mot un petit peu fort, encore qu'on commence à avoir des exemples pour lesquels en fait le mot n'est pas si fort, que ça, mais en tout cas il y a des entraves assez fortes à l'action des associations. Le plaidoyer étant peut-être la partie dans le répertoire d'action des associations qui est le plus protégée parce que finalement c'est le plus institutionnel, mais au sein d'associations qui sont menacées dans leur mode d'action classique, forcément en fait ça pose des questions. Il y a des domaines entiers, alors on a parlé de si on parle des sujets économiques, en fait on est peut-être sur quelque chose à côté, mais sur des questions de société, il y a quand même des pans entiers de questions de société qui sont devenues des questions extrêmement difficiles sur lesquelles on peut sur lesquelles agir. Alors je pense par exemple le droit des migrants, c'est devenu extrêmement difficile de faire du plaidoyer, difficile voire quasiment impossible de faire du plaidoyer sur des lois en lien avec les questions d'immigration. Sur les questions environnementales, on voit bien qu'il y a quand même une répression forte. Donc peut-être là-dessus, la compétition équitable, je sais pas non plus s'il faut la penser d'un point de vue avec une opposition binaire entre intérêt lucratif et non lucratif, parce que voilà, c'est peut-être aussi dans des espaces où cette binarité, on l'observe pas forcément, que finalement les reculs et l'inéquité, on va la trouver la plus fortement. Après, si on prend un exemple où il y a vraiment eu, un exemple peut-être pur et parfait quasiment, de domaines dans lesquels il y a eu une opposition, pour le coup une opposition bien documentée entre des intérêts défendus, une vision de l'intérêt général défendue par des coalitions d'ONG et des intérêts économiques qui étaient en désaccord avec ça, on peut prendre l'exemple du devoir de vigilance. Bon, le devoir de vigilance, c'est aussi une loi qui est à peu près dans la même temporalité que la loi Sapin 2, a aussi à peu près 10 ans. C'est une loi intéressante parce qu'elle est quasiment un exemple de co-construction entre des parlementaires et la société civile d'une disposition législative, en plus sur des sujets majeurs comme la régulation de la mondialisation économique. Donc une loi qui réussit à marcher, à ne pas, je pense, se faire sans écraser en fait les autres intérêts, puisque à la base, ce qui a été demandé par les associations est différent de ce qui est finalement obtenu. Il y a quand même un jeu de compromis, quoi qu'on en dise, qui se fait dans l'élaboration de cette loi entre 2012 et 2017. Et puis 10 ans plus tard, en fait, on se rend compte avec la directive Omnibus plutôt au niveau européen, qu'on a un recul en fait quasiment décidé arbitrairement et pour le coup vraiment derrière des portes closes, sans espace de concertation ouvert, qui remet en cause, alors pas la loi française, mais son application au niveau européen. Donc si on regarde, si on prend cet exemple de la loi devoir de vigilance, que je trouve intéressant pour cette raison, qu'elle est vraiment a été à la fois bien documentée et pour le coup on retrouve une binarité avec des oppositions qui ont été fortement exprimées. Il y a quand même un recul déjà de l'équité d'accès. Toutes les associations, quand on compare l'accès aux décideurs publics qu'elles avaient il y a 10, 12, 13 ans, n'est plus le même aujourd'hui. Et ça, je pense qu'il faut le dire et que c'est assez clair, documentable, et que tous les chargés de plaidoyer dans ces associations vous le diront de manière unanime. Il y a eu un recul dans la capacité d'accès aux décideurs publics. Donc, et moi, je vois pas de mouvement comme ça, de restriction de l'espace comparable dans la sphère économique. Ceci étant dit, ce que je viens de dire s'inscrit aussi dans un cadre global de recul en fait de la place qu'on accorde à la transparence, à l'éthique publique dans le débat public, général. Moi, personnellement, je pose l'hypothèse que le confinement, le Covid, a été un moment un petit peu de bascule où finalement on a considéré qu'on pouvait prendre des décisions majeures sans cadre en fait public avec vous avez les conseils de défense qui en plus dont les décisions sont soumises au secret pendant plus de 25 ans, donc même a posteriori, on ne peut pas savoir ce qui s'y est dit. Ce recul comme ça de la transparence qui s'est fait à ce moment-là a certainement en fait été pas assez documenté, vu, mais on en voit les effets, jusqu'à aujourd'hui. Si on revient sur les questions de lobbying, on a eu des scandales, en tout cas des polémiques avec beaucoup de résonance sur, je pense par exemple la question de Uber, la société, pas
c'est pas un prénom, Hubert, Hubert, moi je trouve que ce débat sur les Uber Files a été intéressant parce qu'à la fois il y a une polémique qui montre en fait que ces questions de lobbying, quelles sont les bonnes règles d'équité en matière de lobbying, c'est un sujet démocratique légitime qu'on doit avoir dans une société. Donc il y avait cet espace pour avoir ce débat et en même temps finalement, est-ce que des leçons ont été tirées des Uber Files ? Non, il n'y a absolument rien qui a changé en termes d'inertie, y compris sur le registre, mais aussi sur la façon dont on peut penser la régulation du lobbying. Et je pense que les Uber Files ont montré, comme je le disais avant, sur là où on manque de transparence, c'est beaucoup au niveau de l'exécutif. Et c'est là, en fait, où je rejoins, et après je termine là-dessus, sur ce qui va faire la différence entre ONG et entreprise. Là, en fait, où il y a une inéquité d'accès aux décideurs publics entre ONG et entreprises, je pense que c'est quand même sur la partie exécutive. Je suis assez d'accord avec Laurent sur le fait que la responsabilité première, elle appartient aux décideurs publics. Mais autant au Parlement, l'empreinte normative, même si elle n'est pas parfaite, on arrive à la tracer. Autant sur la préparation en amont du Parlement d'un projet de loi, d'une décision, honnêtement, même des fois quand on est spécialiste d'un sujet et qu'on a tout suivi, on n'arrive pas toujours à lire l'empreinte en fait que laisse chacun des acteurs impliqués dans le jeu d'acteurs sur les sujets. Donc oui, un gros sujet au niveau de manque de transparence au niveau de l'exécutif qui du coup se fait en défaveur, à mon avis, du secteur non lucratif. Merci. Pardon. Merci beaucoup. Je vais vous poser 3 questions en une, comme ça après vous pourrez poser des questions peut-être dans la salle. La première question, c'est, vous avez beaucoup écrit sur la question démocratique. Est-ce que la réglementation de ces 10 dernières années est de nature à renforcer la confiance des citoyens et donc la démocratie? Première question. La deuxième question, c'est sur la question de la transparence. Est-ce que la transparence doit s'appliquer aussi aux décideurs publics? Est-ce que les décideurs publics, un peu comme au niveau européen, mais aussi au niveau allemand, doivent déclarer, par exemple, les acteurs qu'ils rencontrent? Et puis, dernière question, plus largement, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui le plus urgent à réglementer? Et vous avez là aussi carte blanche. Bon, déjà, je commence par la qualité de la démocratie. Je pense que vraiment, ça, c'est peut-être le sujet le plus important. C'est-à-dire que quand on régule le lobbying, on a traditionnellement dit qu'il fallait poser 3 principes: intégrité, transparence, équité d'accès. Effectivement, rajouter le critère de la qualité de la démocratie à une époque où il y a une forte concentration des médias, de toute la notion en fait, de capture. C'est un concept anglo-saxon qui n'est pas encore vraiment arrivé chez nous en français, mais qui, je pense, est essentiel pour penser en fait, les atteintes à la démocratie. Moi, je serais d'avis, effectivement, de le rajouter. Et c'est intéressant parce que ça vient placer, en fait, à la fois, ça vient aussi questionner ça vient poser le lobbying, en fait, comme un sujet démocratique. On parle beaucoup avec le registre de qu'est-ce qui est réglementaire, légal, illégal, etc. Mais aussi la question de qu'est-ce qui est légitime, illégitime. Ça doit fondamentalement être une question démocratique. Si je suis un peu plus concrète sur, finalement, quels sont les retours qu'on peut faire sur la loi 10 ans après la loi Sapin 2. Moi, alors, en introduction, Jordan, tu as dit que voilà, la loi Sapin 2 avait posé les jalons de la transparence autour de la régulation du lobbying. Oui, et en même temps, elle a posé les jalons en même temps qu'elle a étriqué le débat sur le lobbying. Et ça, je pense qu'on en voit les effets 10 ans plus tard. Et en fait, au bout de 10 ans, on est encore en train de discuter de quels vont être les paramètres du registre, alors que, franchement, dès 2017, moi, j'ai assisté effectivement à des réunions où on débattait des contenus du décret autour du registre du lobbying. Je rejoins par ailleurs le fait que les personnes qui ont demandé la simplification sont responsables en grande partie de la complexité pour avoir assisté aux réunions. Je dois dire qu'il y a eu beaucoup de créativité dans la simplification complexifiante, mais c'était pas pour le coup une demande des ONG et des acteurs de l'intégrité que d'obtenir cette complexité, parce que cette complexité est un problème en soi. Non, mais je reviens, donc pourquoi est-ce que le registre a à la fois étriqué le débat? C'est parce qu'en fait il a concentré le débat sur le registre. Le débat institutionnel en tout cas. Le registre, c'est intéressant pour capter une partie en fait, des éléments, pour institutionnaliser le lobbying, pour poser un petit peu des jalons. Mais déjà, ça n'a jamais prétendu couvrir l'ensemble des actions d'influence, l'ensemble des problèmes. Et puis 2, dès le départ, en fait, il avait des trous dans la raquette et des problèmes qui n'ont jamais été résolus. Et quand je dis qu'il y avait un consensus quasiment au moment où le décret était paru, il y avait quasiment déjà un consensus sur tout ce qui n'allait pas dans ce décret. Quand vous lisez l'accumulation des rapports qui disent ce qu'il faut changer sur le décret, excusez-moi, ça fait 10 ans que tout le monde se répète pour dire exactement la même chose. Si on résume, on va dire qu'on peut faire 3 constats. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus sur le principe qu'une meilleure régulation du lobbying est importante. Donc ça, je pense que c'est un constat quand même de progrès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Il
il y a 10 ans, ça faisait fortement débat. Le principe même de réguler le lobbying n'était pas acquis pour tout le monde. Donc ça, on peut dire que c'est un progrès. Deuxième constat, donc ces limites du registre, vraiment cette inertie, un constat d'inertie sur ces limites, qui se traduit par, non pas en fait un effet d'améliorer justement la compréhension de l'empreinte normative, mais des effets énormément de compliance, de conformité. C'est-à-dire beaucoup d'acteurs, en fait, finalement, sont dans une approche de conformité et pas de donner à voir un petit peu le jeu qu'ils ont fait. Moi, personnellement, dans les associations pour lesquelles j'ai eu à remplir le registre, j'ai toujours surdéclaré parce que ça ne m'intéresse pas de passer du temps à savoir très précisément est-ce que ça, je dois déclarer, est-ce que pour telle personne a fait 8 ou 12 actions d'intérêt dans l'année. Excusez-moi, je n'ai pas le temps et je préfère surdéclarer parce que mon but est plutôt de donner à voir, en fait, ce que l'on fait. Je sais que d'autres acteurs sont dans une logique tout à fait inverse, à plutôt compter, à déclarer le moins possible. Ça, malheureusement, je pense que c'est quand même un des écueils du registre. Et tant qu'on sera dans cette approche-là, où le registre est un enjeu de conformité réglementaire, je pense qu'on n'avancera pas beaucoup sur l'empreinte normative. Troisièmement, sur les efforts de transparence côté décideurs publics, effectivement, on n'a pas eu de dynamique côté décideurs publics de transparence. J'ai cité l'exécutif, j'insiste, je pense que c'est vraiment un problème, notamment côté exécutif, beaucoup plus qu'au niveau parlementaire. Et du coup, un constat de blocage persistant. Des fois, c'est des blocages persistants qui sont parfois très basiques, concrets, et qui sont difficiles à comprendre. Si on revient à l'Assemblée nationale, par exemple, je sais qu'il y a quelques années, les associations demandaient quelque chose de très simple et très pratico-pratique. Quand une personne vient être auditionnée à l'Assemblée nationale, au moment où elle donne sa date de naissance, son lieu de naissance, comme vous avez fait tous, on met une petite phrase qui dit « Attention, si vous avez plus que 10 contacts avec des décideurs publics de votre initiative, inscrivez-vous sur le registre ». Alors moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ce type de mesure, qui en fait serait extrêmement simple en fait pour rappeler aux personnes en fait qu'il existe en fait une obligation, rappeler que ce rendez-vous s'inscrit dans un cadre qui doit être donné. Enfin voilà, ça, c'était des choses sur lesquelles il y avait des blocages institutionnels de principe qui, de mon point de vue, en fait, ont fait perdre beaucoup de temps, étaient difficilement compréhensibles. Bon. Je pense que finalement, ça, c'est à mon avis les constats qu'on peut faire sur le registre. Et quand je disais qu'il était étriqué, parce que tout ce temps qu'on passe en fait à commenter en fait des consensus qu'on n'arrive pas à lever, des limites qui sont identifiées qu'on n'arrive pas à bouger, nous empêche en fait aussi de penser les évolutions qu'il y a eu du lobbying aujourd'hui. Et quand on dit aujourd'hui, on est quand même par rapport à il y a 10 ans. Le contexte médiatique notamment n'est pas le même. Je pense que la concentration des médias est très liée à la qualité démocratique. Là, par exemple, on pense pas uniquement les conflits d'intérêts, mais aussi la capture de certains domaines de politique publique. On en revient à la qualité de la démocratie. Toutes ces questions-là, honnêtement, c'est pas le registre qui va nous permettre d'y répondre. Donc, pour répondre en fait à la question que tu poses, et je conclue là-dessus, qu'est-ce qu'il faut mieux encadrer ? Je pense que, franchement, il faut pas rajouter des normes. On a quand même un registre pour lequel il faut quand même 60 pages de guidelines pour comprendre en fait ce qu'on doit déclarer. Et je pense que vraiment, quand on est à ce stade-là, il faut effectivement simplifier, mais simplifier. Non, mais simplifier, pardon. L'effet de la simplification, ce sera que des acteurs devront déclarer plus, en fait, et arrêter de s'abriter derrière aussi des effets de seuil qui empêchent de déclarer. Il faut dire les choses quand même assez clairement. Donc simplifier, ce qui voudra dire qu'il y aura plus de déclarations. Mais aussi voilà, travailler sur d'autres éléments, la transparence de l'exécutif et puis la concentration des médias. Je pense que c'est ça qui va nous permettre, à mon avis, d'avancer sur une régulation, enfin une vision plus transparente du lobbying. Merci infiniment, Elsa. Merci à tous les quatre. Je vois que l'heure tourne et je ne veux pas trop empiéter sur la deuxième table ronde. On prend une ou deux questions, si vous en avez, pour nos intervenantes et intervenants. Bonjour, je suis Kevin Gernier de l'ONG Transparency International France. Je voudrais interroger M. Jean Maillat. Avant d'être nommé président de la Haute Autorité, vous avez eu une longue carrière brillante dans la fonction publique, notamment dans des administrations qui ne sont pas réputées pour leur transparence. Je pense au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, au Secrétariat général des affaires européennes. Est-ce que vous, en tant que haut fonctionnaire dans ces institutions, vous avez été lobbyé ? Est-ce que vous avez été témoin d'actions de lobbying opaques et est-ce que vous avez des recommandations à faire pour améliorer les choses du côté de la haute fonction publique ? Merci beaucoup de me poser cette question. Elle me renvoie à une expérience en particulier, c'est la direction des affaires juridiques de Bercy, où j'avais, avec celles et ceux qui m'entouraient, la responsabilité d'un corpus juridique, le droit de la commande publique, avec tous les enjeux qui s'y attachent.
Et je ne vais pas dire ce que je veux dire pour me vanter, mais la démarche qu'on avait suivie pour constituer le code de la commande publique, réécrire complètement ce droit, était passée par des consultations ouvertes, mises en ligne à la fois des études d'impact, des projets d'ordonnance et de décrets d'application de cette réforme, et des textes eux-mêmes. Non, je dis ça parce que ça renvoie un tout petit peu à l'échange que nous avions précédemment sur la manière, et c'est difficile, j'en témoigne, finalement d'associer tous les intérêts à la conception d'une réforme. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une formule unique en réalité, parce que si l'on veut vraiment, si les décideurs veulent s'assurer d'associer vraiment toutes celles et ceux qui sont concernés par une réforme, il faut sans doute, me semble-t-il, pouvoir combiner différentes démarches. La mise en ligne peut avoir un intérêt, mais je ne crois pas pour ma part qu'il suffise de mettre en ligne des projets de texte pour que celles et ceux qui sont concernés puissent s'exprimer. Il y a des choses à concevoir plus accessibles, du type étude d'impact, mais c'est extrêmement exigeant. Donc voilà, je vous dis ça, mais je vais répondre aussi à votre question sur le point de savoir s'il y a des formes de lobbying caché. Alors, à la vérité, oui, quand même un mot du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, il a fait une chose ces dernières années, c'est de rendre, de mettre en ligne en réalité les contributions extérieures qui s'appelaient autrefois portes étroites. Alors, je crois qu'on peut, d'une certaine manière, analyser ces documents comme des formes de représentation d'intérêt, ça c'est certain, et je crois que c'est une bonne chose pour ma part que le Conseil constitutionnel fasse cette démarche. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas travaillé au Conseil d'État pour vous dire quoi que ce soit de ce qui s'y fait depuis 20 ans, donc je m'abstiendrai d'en parler ici. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette agenda. Et je laisse la parole à Amélie Deloche.